En cette de l'insurrection populaire, les familles des victimes donnent de la voix à la veille de la commémoration du 7e anniversaire. Elles dénoncent ce qu'elles appellent une lenteur dans le traitement des dossiers ou un manque de suivi. Elles attendent des gouvernants plus d'action. Vous les entendrez dans quelques instants. Produits forestiers non lieux, notre semaine à Pau s'intéresse à l'action des associations féminines. Nous serons à Lougouzena pour y découvrir le processus de transformation de l'amande de karité, des graines de néré ou encore du manioc. C'est à découvrir dans un instant. Tour du Faso 2021, la 33e édition a été courue ce matin dans sa première étape. Victoire du Belge qui remporte l'étape de 128,75 km au sprint avec une vitesse moyenne de 43,675 km/h. Il endosse par la même occasion les meilleurs maillots du Tour avec le jaune et le vert. Nous serons dans un instant avec nos envoyés spéciaux sur place. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de les développer, cette information qui nous est parvenue ce jour, un convoi de la mine d'or de Sakane a été attaqué ce matin par des individus armés. Les passagers sont tous des agents de la mine. Pas d'informations officielles pour le moment, mais selon les sources sécuritaires, des bus et des camions auraient été incendiés. Il y aurait des blessés et quelques personnes manqueraient à l'appel. Un ratissage serait en cours pour trouver les auteurs de ces actes. Et nous partons pour la présidence avec l'audience du chef de l'État ce matin. Le président du Faso a reçu le ministre danois du Développement international et la princesse héritière Marie de Danemark, comtesse de Montpezat. Rien n'a filtré de l'entretien qui s'est déroulé à huis clos. Il n'y a pas eu non plus de réaction. Nous parlons donc de l'audience également à la primature. Il a été question d'axes de coopération entre l'Agence française de développement et le Premier ministre. Christophe Marie Dabiré s'est aussi entretenu avec la présidente de la Cour de cassation. Avec cette dernière, il s'est agi d'un accompagnement pour la résolution des difficultés qui handicapent le fonctionnement de l'institution. Le résumé de tout ceci avec Abdelaziz Yakipou. Pour le bon fonctionnement de la Cour de cassation dont il est le président, Jean Mazobé Condé sollicite l'appui du chef du gouvernement pour la résolution d'un certain nombre de difficultés. Je suis venu pour lui poser un certain nombre de difficultés au plan administratif que nous rencontrons au niveau de la Cour de cassation. Et nous avons eu raison de le faire au regard des perspectives qui nous ont été dessinées par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ce sont des difficultés d'ordre administratif. Nous avons eu une oreille attentive pour le règlement donc, de ces difficultés. Le directeur Afrique de l'Agence française pour le développement AFD salue les résultats enregistrés sur les différents chantiers de développement engagés au Burkina grâce à l'accompagnement financier de l'AFD. Christian Yoka, après un constat sur le terrain, est allé le signifier au Premier ministre Christophe Marie Dabiré. Nous avons parlé des projets que nous mettons en œuvre dans le pays. J'ai pu à cette occasion m'ouvrir auprès du Premier ministre de la visite de terrain que j'ai effectuée hier à Kaya, où nous conduisons des projets d'éducation et nous avons pu constater ensemble les résultats que nous obtenons de façon très concrète sur le terrain dans tous ces secteurs et nous avons affirmé ensemble notre volonté d'amplifier toutes ces activités. L'énergie, l'éducation, l'agriculture, la santé, l'eau et l'assainissement sont autant de domaines pour lesquels l'AFD et le Burkina se sont donné la main. Et Christophe Marie Dabiré d'exprimer sa satisfaction quant aux efforts déployés par l'AFD pour faire bouger les lignes sur ces différents chantiers de développement. La Cour de cassation représentée par son président et non sa présidente comme précédemment annoncé. Et un peu plus tard dans la soirée de ce vendredi, le chef du gouvernement était à la visite des stands d'exposition de la 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations. Pour Christophe Dabiré, il s'agissait de féliciter et encourager les exposants d'innovation. Il a par la même occasion salué le travail de recherche des exposants ainsi que des chercheurs du public et du privé. Le compte-rendu de sa visite avec Bernard Koumbelem et Oumou Sissi.
Le savoir-faire des transformateurs des produits locaux et des inventeurs des outils techniques et scientifiques, salué ici par le Premier ministre. Pour Christophe Dabiré, il faut encourager et féliciter tous ceux qui ont des idées, les développent et les mettent en forme pour alléger le quotidien des populations. Nous avons visité les stands de la transformation de nos produits. Nous avons vu comment les productions agricoles de notre pays sont transformées au niveau de ces transformateurs, de ces transformatrices, pour mettre des produits déjà préparés à la consommation des populations de notre pays. Ce sont des efforts qu'il faut encourager pour éviter qu'au quotidien nous soyons obligés d'importer de l'extérieur ce que nous-mêmes nous pouvons transformer pour la consommation de nos différentes populations. Au niveau des innovateurs, c'est pareil. Et le FAIRCIT est une bonne initiative pour donner de la visibilité à tous ces inventeurs et transformateurs. Mais pour Christophe Dabiré, le défi reste la disponibilité et l'utilisation de ces inventions et produits transformés par les populations. Cette visite est aussi l'occasion pour le chef du gouvernement d'encourager les chercheurs du public comme du privé. Il les rassure de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans leurs recherches. Nous sommes à la veille de la commémoration de l'insurrection populaire et les familles des victimes donnent de la voix à travers une conférence de presse. Elles font le point du suivi dont elles bénéficient, lenteur dans le traitement de leurs dossiers et manque de suivi. Elles exigent une plus grande rigueur dans le suivi donc de leur dossier. Nous suivons tout ceci dans ce compte-rendu complet de Daouda Ouattara et Maxime Zongo. 7 ans après l'insurrection populaire, les responsables de l'association des familles des martyrs et des blessés ne sont pas satisfaits du traitement qui leur a été réservé. Ils ont tenu à l'exprimer haut et fort devant les médias et cela à la veille de la commémoration des événements des 30 et 31 octobre 2014. Nous sommes vraiment écœurés pour plusieurs raisons. En effet, depuis la mort de nos proches, que nous avons été blessés pour la cause de la patrie. La défense de l'état de droit, nous avons constaté que le gouvernement qui a pris des engagements pour venir en aide aux victimes fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Si des efforts ont été faits, reconnaissent-ils, beaucoup de promesses restent à être concrétisées pour soulager les blessés et les familles des victimes. Car, déplore-t-il, la situation de la plupart des blessés ne fait que s'empirer. 215 personnes qui souffrent, d'autres tiennent toujours des balles. C'est vrai, il y a eu une bonne volonté parce que d'autres ont été envoyés, ainsi de suite. C'est vrai, mais ceux qui ressuscitent, on fait comment? Des décrets comme les décrets sur les pupilles de la nation que le président du FASO a fait prendre et la mise en application pose problème. La mise en application pose problème. Certains éléments ont été pris, comme par exemple la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, il est clair qu'au Burkina, 75 000 francs ne peuvent pas scolariser un enfant. Tout. C'est-à-dire tout est dedans dans les 75 000. Nous, on a parcouru toutes les institutions, l'action sociale, le H-Crown. On a même été à la présidence du FASO qui a toujours donné des instructions, mais nous, on a l'impression que c'est la question chargée d'exécuter, là, ils font ce qu'ils veulent. C'est quand on veut commémorer maintenant qu'on nous appelle pour qu'on puisse discuter. Fatigués, disent-ils, d'exposer chaque fois leur misère en public, ils souhaitent qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Et cela en prenant des décisions courageuses. Juger dans les meilleurs délais les dossiers et procéder à une application diligente et effective des décisions prises. Les familles des victimes qui bénéficient d'un accompagnement des religieux. À leur endroit, la communauté musulmane a organisé ce 29 octobre au quartier Andalaï de Ouagadougou des séances de prière. L'activité s'inscrit dans le chronogramme de commémoration du 7e anniversaire. Le reportage de Sié Lassina Ouattara et Issia Kanana. En appelant à la prière ce vendredi, les fidèles musulmans du Burkina Faso et ceux de Andalaï en particulier ont une pensée pieuse pour les martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du coup d'État manqué de septembre 2015. Des hommes et des femmes qui, au péril de leur vie,
ont lutté pour défendre la démocratie à qui toute la communauté islamique rend ici un vibrant hommage. Nous remercions nos autorités d'avoir pensé à cette prière, puisque, comme vous le savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il faut qu'il y ait des prières et puis des bénédictions. Sans ça, on ne va jamais réussir. Ils ont pensé à nos martyrs. Nous demandons à bon Dieu de les pardonner, puisqu'ils ont œuvré pour la nation. Ils ont travaillé pour la nation. Et c'est à l'unisson que les musulmans du Burkina implorent donc Allah pour que le sacrifice suprême de ces martyrs et de ces blessés ne soit pas vain. Une intention de prière portée également par les membres du gouvernement venus communier avec les musulmans de Hamdallah. Pour toutes ces personnes qui sont tombées pour la nation, nous leur rendons encore hommage et nous prions le Dieu Tout-Puissant pour qu'il leur accorde sa miséricorde, qu'il leur accorde le repos éternel. Il y a eu également de nombreux blessés, plus de 300 à l'insurrection populaire et environ 250 à la résistance au putsch. Tous ces blessés-là, il y en a qui sont guéris, Dieu merci. Il y en a qui portent encore des séquelles. Il y en a qui continuent encore de suivre des soins. Nous prions aussi pour qu'ils retrouvent tous la santé. La prière de ce vendredi donne ainsi le temps à la commémoration de l'ancêtre de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et au-delà de cette prière, entre prêches, louanges et bénédictions, les fidèles musulmans ont aussi et surtout invoqué Allah pour le retour de la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso. Et relativement à cette commémoration, le protocole d'État convie les personnalités invitées le dimanche 31 octobre 2021 à 10h dans l'enceinte du mémorial aux héros nationaux. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Le Tchad, dans sa démarche de réconciliation nationale, s'intéresse au modèle du Burkina. C'est dans ce sens qu'une délégation du comité d'organisation du dialogue national inclusif est allée s'entretenir avec le ministre d'État burkinabé. Question de tirer profit du processus en cours au Burkina. Zéphirin Diabré a également échangé avec une délégation du Front national pour la défense de la Constitution de la Guinée, une organisation de la société civile venue solliciter le soutien du Burkina pour la transition de la Guinée. Bernard Koumbelem et bienvenue Tonsa pour le compte-rendu des audiences. Le Burkina Faso et le Tchad face au même défi, la réconciliation nationale, mais avec des démarches différentes selon ses émissaires tchadiens. D'où cette rencontre avec le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale pour s'inspirer de l'expérience burkinabé. Selon eux, c'est une démarche parmi tant d'autres pour réussir le dialogue national inclusif prévu en décembre prochain au Tchad. Nous avons écouté attentivement et avec beaucoup d'intérêt des explications du ministre d'État. Nous en prenons bonne note et évidemment nous allons nous en inspirer aussi pour ce que nous sommes en train de faire, puisque tout cela va aboutir à la fin des 3 mois qui nous ont été accordés pour finaliser nos démarches, terminer avec notre rapport global qui sera soumis au dialogue national lui-même quand il va s'ouvrir en décembre. Là, c'est un plaidoyer auprès du ministre Zéphirin Diabré. Il s'adresse à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO. Le Front national pour la défense de la Constitution en Guinée invite les dirigeants de l'espace communautaire à soutenir la transition en Guinée. Nous avons pris acte des sanctions de la CEDEAO, notamment la suspension de la Guinée et les sanctions individuelles annoncées contre ceux qui ont fait le coup d'État. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile avertis et soucieux de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays et surtout de la stabilité, nous avons estimé nécessaire de mener ce plaidoyer auprès des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour les amener à ne pas abandonner notre pays, à accompagner notre transition et pour que la Guinée puisse très rapidement organiser des élections crédibles et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le Front national pour la défense de la Constitution en Guinée est un mouvement citoyen né de la volonté d'empêcher le président Alpha Condé de briguer un 3e mandat.
Dans l'actualité également, une délégation de la CEDEAO séjourne depuis jeudi en Guinée-Conakry. La délégation dirigée par le patron de la CEDEAO veut discuter avec les nouvelles autorités guinéennes sur les modalités pratiques d'un retour à l'ordre constitutionnel et ce, dans les meilleurs délais. Un changement de ton après la sanction infligée à la Guinée suite au coup d'État. Si la CEDEAO a suspendu la Guinée de ses instances après le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya, elle suit néanmoins le déroulement de la transition dans ce pays. Une délégation de l'organisation est arrivée à Conakry jeudi pour une visite de 3 jours dont l'objectif est clair, soutenir le processus en cours dans le pays. La transition a produit une charte. Il y a des nominations importantes qui ont été faites. Le gouvernement se met en place progressivement. Et donc nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point et voir surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique, de manière concrète, le processus en cours. L'atmosphère est apaisée, nous nous retrouvons et nous attendons beaucoup de la CEDEAO, de son accompagnement, de son appui. Et nous allons avoir des entretiens fructueux, sûrement, je suis tout à fait sûr. Donc le frère, il est chez lui, ici. Changement de discours donc pour les deux parties, alors que la CEDEAO a joué la carte de la fermeté après la destitution d'Alpha Condé, réclamant notamment des élections dans un délai de 6 mois. Mais ça, c'était avant la nomination d'un nouveau Premier ministre à Conakry et l'investiture du colonel Mamadi Doumbouya comme président. Le fait accompli fait peut-être désormais foi. De nouveaux objectifs fonction des défis en présence. C'est ce qui réunit les attachés de défense burkinabés depuis ce matin à Ouagadougou pour leur 7e session biennale. C'est une rencontre initiée depuis 2006 et qui permet au commandement militaire et ses représentants à l'étranger d'évaluer régulièrement leurs actions de coopération. Et pour cette édition, toute l'attention se focalise sur la situation nationale au plan sécuritaire. Le compte rendu avec Alidou Badini et Nyarkiteda. C'est un retour au bercail pour ces attachés de défense burkinabés en poste dans les ambassades et autres missions diplomatiques à l'étranger. Un retour au pays pour prendre la température de la situation nationale et passer en revue avec le commandement les actions menées pendant ces 2 dernières années, chacun en ce qui le concerne dans sa circonscription diplomatique. Le but, c'est d'abord de participer à l'hommage qui sera fait durant les festivités du 1er novembre aux forces de défense et de sécurité et en même temps de s'approprier la politique de sécurité nationale qui leur sera exposée. Pour les attachés, la rencontre biennale leur permet de revisiter leurs lettres de mission pour être en phase avec les besoins du moment. Cette rencontre qui se tient tous les 2 ans nous permet de nous mettre au diapason de tout ce qui se passe parce que étant loin, il est difficile pour nous d'avoir la réalité du terrain. Et en plus de cela, ça nous permet de reprendre les nouvelles orientations que les autorités voudront bien nous confier. La session de rencontre biennale des attachés de défense a commencé en 2006. Et depuis lors, les résultats engrangés sont satisfaisants selon le commandement. Quand on a tenu la première session, nous avions quelques attachés de défense. La dernière, en 2017, nous avions une dizaine. Et actuellement, nous sommes à 18 attachés de défense qui nous représentent auprès des pays étrangers. Et nous avons pu voir à travers les années comment la coopération s'est développée avec les différents pays, comment nous avons eu des accords de coopération avec beaucoup de pays et ça continue. À cette biennale, la situation sécuritaire au plan national sera donc décryptée de fond en comble en vue de présenter les urgences du moment et définir de nouvelles orientations pour ces attachés de défense en vue de faire bloc avec plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme. À Pau, l'heure est au retour de la paix après les tensions engendrées par les violences militaires en mi-octobre. Hier 28 octobre, populations civiles et militaires se sont retrouvées autour du sport à travers un cross populaire, preuve de leur engagement à enterrer la hache de guerre. L'activité est soutenue par les autorités de la région du Centre-Sud. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Des images qui témoignent de la volonté de la population civile et militaire de Pau à fumer le calumet de la paix.
Un cross populaire dit de la réconciliation pour signifier que la hache de guerre est définitivement enterrée après les tensions nées des violences militaires en mi-octobre dans cette localité. Dans les rangs, des blessés rétablis et des autorités régionales du centre-sud avec à leur tête le gouverneur Josiane Cabré. Partis de la place Nemaro, les coureurs arpentent les artères de la ville de Pau avant de se retrouver ici pour une séance d'aérobic. Vous êtes sortis ce matin pour prendre un bon exemple pour une paix à Pau, pour une cohésion sociale à Pau. À présent, tous se convainquent qu'aucun développement n'est possible sans la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une transition toute trouvée pour la suite de notre séjour dans le Naouri. Ce soir, on s'intéresse à la transformation des produits forestiers non ligneux, l'amande de karité, les graines de néré ou encore le manioc. Autant de matières premières disponibles dans cette zone potentiellement agricole. Et c'est avec ces matières que la Fédération Lougouzena travaille depuis près d'une vingtaine d'années. Une demi-journée aux côtés des femmes de Lougouzena. C'est dans ce reportage signé Alidou Badini et Sekou Zongo. De l'amande de qualité en plein baratage. Des graines de néré en lavage. À côté, des boules de savon qui prennent forme. Et plus loin, des femmes qui s'attellent à la préparation de la tiéké. Bienvenue à l'unité de production multifonctionnelle de la Fédération Lougouzena du Naouri. Elle chante. Elle danse dans l'effort. Ici, les femmes ont décidé de prendre leur destin en main. Le karité au niveau de la province du Naouri, c'est une matière que nous retrouvons facilement. Voilà. Et maintenant, vous allez savoir que vraiment, le beurre de karité est devenu l'or blanc. Ce qui fait que je ne peux pas ramasser les amandes de karité dans la nature et que je viens transformer et que je revends. Vraiment, ça contribue aux femmes de sortir du seuil de la pauvreté. Rien n'est jeté au niveau du beurre de karité. Voilà. On produit pour la consommation, mais nous utilisons le beurre du deuxième choix aussi pour produire le savon et que les femmes utilisent pour faire la lessive et nous revendons avec la population sur place. La Fédération Lougouzena est présente dans toutes les 5 communes du Naouri et est représentée par des coopératives. Des coopératives dont l'activité principale est la collecte de la matière première. Comme notre activité phare, c'est la production du beurre de karité. Voilà. Et maintenant, il y a la collecte même des amandes de karité, parce que nous avons des coopératives qui sont uniquement dans la collecte des amandes de karité et que nous reproduisons le beurre de karité. Donc il y a la collecte des amandes de karité, il y a la production du beurre de karité et il y a la transformation de ce beurre en dérivé, en savon, en boule, qu'on appelle kabakuru, et on fait le savon carré
Nous faisons aussi la pommade à base de beurre de karité. La fédération Luguzena a été créée en 2005 et rien qu'avec sa vente du beurre de qualité de Sumbala cette année, elle a réalisé plus de 25 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Dans le registre santé, nous sommes à la 7e édition des journées scientifiques de la santé de la Société de cardiologie du Burkina. Depuis ce 27 octobre, dans la ville de Bobo, les professionnels du domaine posent le diagnostic sur la prise en compte des maladies cardiovasculaires d'origine infectieuse dans le contexte du Covid-19. Une activité qui réunit plus de 1500 participants venus de plusieurs pays du monde. L'ouverture des travaux avec Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. Cœur, vaisseau et infection. C'est sous ce thème que s'ouvre ces 7e journées scientifiques de la Société de cardiologie du Burkina. Une édition dont l'enjeu majeur porte sur la prise en compte des maladies cardiovasculaires dans les programmes nationaux dans ce contexte marqué par l'infection à Covid-19. C'est de pouvoir voir quel est l'état des lieux par rapport aux infections et le cœur, en particulier celle à Covid-19, pour mettre en place les recommandations par rapport à la prise en charge des patients qui viendront à présenter bien sûr une infection à Covid-19 avec un retentissement cardiaque. Ça va être l'occasion pour nous, techniciens de la santé, d'appréhender davantage la lutte contre les infections au regard de l'angle de vue des cardiologues afin de pouvoir participer à une meilleure santé de la population. Plusieurs activités sont au menu de ces 3 jours. Ce sont entre autres des symposiums, des tables rondes, des expositions et surtout des communications scientifiques autour du thème principal. Il y a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, la France, il y a même de la Belgique. Donc c'est un panel d'éminents scientifiques qui sont dans cette belle ville de Sia pour discuter de sujets d'actualité. Les résultats issus donc de ces 7e journées scientifiques seront transmis aux autorités compétentes pour une meilleure prise en charge des maladies cardiovasculaires d'origine infectieuse. Et à quelques kilomètres de la ville de Bobo, à Orodara, la Sonature mène un projet ambitieux, 102 hectares mis à disposition et dénommé Orodara 2025. Il s'agit plus précisément d'aménager des parcelles viabilisées et de les vendre aux populations à travers une opération de souscription. Le lancement avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Orodara 2025 de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonature, en marche. Un projet qui s'étend sur 102 hectares est présenté ici aux populations. Orodara 2025 comporte 3 sections avec des parcelles viabilisées à usage d'habitation, commercial et communautaire. Cette première opération concerne uniquement la section 016 qui va compter 402 parcelles. Et les prix des parcelles, je prends d'abord les parcelles à usage d'habitation. Les prix évoluent entre 15 000 le mètre carré à 18 000 le mètre carré. Puisque les prix sont faits en fonction du confort. En ce qui concerne les parcelles à usage commercial, nous pourrons dire que pratiquement on a 2 prix. Le prix des parcelles à usage commercial mais en bordure de bitume. Là, ça fait 26 000 francs le mètre carré. Et les parcelles à usage commercial en bordure de voie non bitumée, ça fait 24 000 francs. Toute personne souhaitant avoir une parcelle à Orodara peut souscrire. Pour la souscription, nous avons opté pour le gré à gré. Ça veut dire que le client se présente. En travaillant avec une banque, il faut le signaler. Et vous partez au niveau de la banque. Arrivé à la banque, vous payez l'avance, la compte. Et immédiatement, il y a une équipe là-bas qui va vous donner une fiche en fonction de vos besoins. Cette action de la Sonature, qui vise à mettre à la disposition des populations des parcelles viabilisées, va contribuer à combler les besoins de demande de parcelles dans cette ville de Burkina.
En cyclisme, la première étape du 33e Tour international du Faso, couru ce matin entre Banfoura et Bobo, a été remportée par un Belge. Il a franchi la ligne des 128 km 700 en sprint devant l'Algérie et l'Afrique du Sud. Vitesse moyenne 43,67 km/h. Il endosse également au point par la même occasion les meilleurs maillots du Tour, à savoir le jaune et le vert. Nous retrouvons sur la route du Tour une de nos équipes composée de Kounsoun Koulibaly, Kwalaï Nebié et Alain Didier Comporé. Wouter Roosgaard de la Team Flanders de la Belgique est le premier porteur du maillot le plus convoité du Tour du Faso 2021. Le maillot jaune. Lancé à Banfoura, il a mis tous ses concurrents d'accord en franchissant le premier la ligne d'arrivée à Bobo Dioulasso, temps mis 2h56 minutes 48 secondes. Vitesse moyenne 43,675 km/h. Le top départ de cette première étape du 33e Tour du Faso est donné ici à la place de la nation de Banfoura par le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Marie-André Nana. 42 coureurs de 12 pays, dont 3 équipes du Burkina Faso s'ébranlent alors pour la capitale économique du Burkina, la ville de Sia. Les 20 premiers kilomètres furent un temps d'observation. À la sortie des cascades, quelques coureurs tentent une échappée. Au kilomètre 21-300, un grand prix les attend, celui de la montagne. Un Fennec est passé par là, Azidine Lagab. Il est suivi par Suleiman Kone. Quelques kilomètres plus tard, à Toussiana, on assiste au premier point chaud. Là encore, c'est un Algérien qui franchit le premier la ligne. Yassine Hamza, un habitué du Tour. Il est suivi par 2 Marocains, Abraoui Adil et Edine Matagoui. Il creuse un écart de 42 secondes du peloton. Revolté, au deuxième sprint intermédiaire à Penny, Abdul Aziz Nikema de l'équipe régionale du centre est le premier à ce niveau. Mais une nouvelle configuration va se former. 2 Burkinabés et un Camerounais s'échappent. 1 minute 12 sépare les fuyards du reste du peloton. Pendant ce temps derrière, Paul Domon éprouve des difficultés avec sa monture. L'échappée sera annulée à l'entrée de Bobo Dioulasso, où les coureurs doivent parcourir 3 fois un circuit de 30 km. Dans la ville de Sia, le peloton est bien étiré. Harouna Il-Boudé est accompagné par un Camerounais, un Algérien, un Belge et un Marocain à quelques secondes du reste du peloton. Il sera lâché à 5 km de l'arrivée. Et c'est au sprint final que Wouter Roosgaard va s'imposer en 2h56 minutes 48 secondes. Vitesse moyenne 43,675 km/h. Il s'adjuge le maillot jaune et le maillot vert par points. Le maillot des points chauds lui sera porté par Hamza Yassine de l'Algérie. Le maillot du meilleur jeune échoua à Paul Domon. Celui du premier des Burkinabés à Harouna Il-Boudou qui est à 15 secondes du maillot jaune. Rendez-vous ce 30 octobre entre Bobo Dioulasso et Détourou, la plus longue des étapes, 183 km 200. Et nous souhaitons une très belle chevauchée à nos étalons cyclistes. Un rappel, et avant de nous quitter, à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration de l'ancêtre de l'insurrection populaire et du putsch manqué de 2015, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le dimanche 31 octobre 2021 à 10h dans l'enceinte du mémorial aux héros nationaux. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Et ça ferme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.